Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette dernière ronde du weekly du Viz dans lequel on verra s'affronter Hidetsugu et Kairi contre Aminatou que je pilote. Désolé par avance pour la voix enrouée que j'ai, il se trouve que j'ai la grippe donc je reste chaudement à la maison et j'essaye de vous enregistrer des parties pour ne pas prendre de retard sur mon programme. On attaque donc ce BO, en l'occurrence c'est moi qui commence. On a un tour 1 Ponder du côté de Diego. Il me semble que j'ai joué un Witch Enchanter engagé, donc la MDFC, qui est une créature pour 4 qui détruit un artefact ou un enchantement à l'ETB. C'est un avantage assez grand d'Aminatou de pouvoir blinker n'importe quel permanent, donc pour soit avoir un mana up quand on arrive, soit quand on blink une MDFC, de la faire revenir du côté qu'on souhaite en jeu si c'est un permanent. Donc il y a pas mal de petits tricks à faire avec ça. Je pose un fetch au T2, j'ai une main qui est assez réactive. Baleful Strix, qui est assez embêtant dans le sens où il va prendre le board et vraiment agir comme un anti-bet sur patte, tout en faisant du card advantage. Là je vais profiter du setup où mon adversaire a 2 terrains. Donc en réponse je fetch pour lancer une Tice et aller chercher 2 terrains. Alors on voit que là il y a une belle bataille. Diego propose un Mental Misstep en payant 2 points de vie sur ma Tice, et je réponds avec mon propre Mental Misstep. Donc là on a l'impression d'être en standard de New Phyrexia ou en Legacy quand c'était pas encore ban. Voilà pourquoi c'est complètement débile, parce que Mental Misstep contre Mental Misstep. Donc je peux aller résoudre ma Tice, aller chercher 2 plaines. Donc en l'occurrence ce sera une Tundra et probablement un Scrubland. Undercity, non c'est pas ça. C'est Shadowy Backstreet, donc au final j'ai pris le Perfect blanc-bleu et le Surveilland blanc-noir. Je me dis si jamais j'ai envie de faire du Surveilland pour garder 2 mana up et essayer de curver un petit peu, c'est possible. On voit que j'ai une Daze en main. Voyons voir ce que je vais séquencer. Donc, pour donner le moins d'informations possible à mon adversaire, je vais lander les terrains que je lui ai déjà révélés. Je propose une Aminatou. Là, il faut que je fasse attention parce que y a le Baleful Strix qui va pouvoir venir la grignoter. Mais mon plan, c'est plus de faire des +1 pour pouvoir agencer un petit peu le dessus de ma bibliothèque. Potentiellement, si je révèle une des deux créatures avec le miracle, ça peut être vraiment pas mal de la setup pour le tour d'après. C'est un peu comme ça qu'on peut tricher des parties. Et je me prends un Sheoldred's Edict. Donc évidemment sur le mode sacrifier un Planeswalker. Donc là on s'échange nos ressources, il y a le Baleful Strix qui me grignote tout doucement mes points de vie. J'ai encore largement le temps de voir venir, mais il faut quand même rester attentif. Et je lance un Brain Surge en profitant du fait que mon adversaire n'ait que 1 mana up pour éviter qu'il puisse flasher un Orcish Bowmasters qui serait vraiment dévastateur. Donc là l'idée c'est de creuser, sachant que j'ai posé un fetch, il me semble que c'est une Misty Rainforest. Là le plan c'est de faire vraiment un gros Ancestral Recall, voire même un petit peu plus, parce que je pioche 4 cartes. Et d'aller virer 2 cartes qui sont pas nécessairement pertinentes. Voilà, typiquement Oost. Dans le match-up, c'est pas fou parce que virer un Hidetsugu et Kairi, il a déjà fait son effet et la plupart du temps, Diego va déployer son général quand il aura un sac outlet. Donc c'est pas ouf, typiquement. Par contre, Teferi Time Raveler, ça c'est extrêmement fort dans le match-up. Pourquoi ? Tout simplement parce que Hidetsugu et Kairi, ça permet de tricher des sorts, mais ça permet de les lancer pas en rituel. Donc en fait, la capacité d'Hidetsugu, quand il meurt, ça va être d'exiler la carte du dessus de la bibliothèque. L'adversaire prend autant de points que sa valeur de mana, donc ça on ne pourra pas l'empêcher. Par contre, ça permet de lancer le sort gratuitement depuis l'exil. Et c'est là où le timing de TFA3 dit
tu ne peux lancer des sorts que en rituel, donc il ne pourra pas. Donc si je résous mon Teferi avant qu'il résolve son Hidetsugu et Kairi, ça me donne vraiment je sais plus comment je voulais dire, mais une sécurité supplémentaire, on va dire. Donc là, je fais tout mon boui-boui, vas-y que je te fais un brain surge, je vais fetcher, je vais te prendre un surveillant, miam miam la value, je creuse, je vais chercher les cartes qui me sembleront les plus pertinentes dans le match-up, et en plus, virer celles qui ne le sont pas nécessairement, parce que Aminatou, c'est un deck qui pack pas mal de removal, et voilà, à part attraper un petit Belful Strix ou un Frog ou un Barogoyf, c'est pas nécessairement les cartes qu'on va chercher le plus dans ce genre de match-up. Creeping Tar Pit qui pourra s'avérer assez pertinent plus tard pour aller récupérer l'initiative ou coller les quelques dégâts de grade qui pourraient manquer. Bon, évidemment, ça se prend un anti-bet, mais au moins ça ne meurt pas sur un bloc de Belful Strix comme pourraient l'être beaucoup d'autres créatures. Alors il me semble que je me suis dit que Force Spike c'était plus nécessairement pertinent. Ça aurait pu l'être dans le sens où même si Diego lance son général avec 6 mana, donc un mana up, généralement le mana up ça va être celui pour sacrifier son Hidetsugu. Donc lui faire payer un de plus, ça l'empêche de tricher, donc de sacrifier son général, pour tricher un sort du dessus de sa bibliothèque. Et donc ça me laisse un tour complet, tout en ayant mon adversaire full tap, pour pouvoir trouver un sort qui va exiler Hidetsugu. Donc là je lance Tef, bon, assez logiquement, hein, mon adversaire a du mana up, j'essaye de curver des trucs quand même, il me le Tails End. J'aurais peut-être dû commencer par Tef, en ayant 3 mana up, peut-être que ça me permettait de tourner autour de mana leak, typiquement. En l'occurrence, j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai proposé je crois que c'est Tissing Blade qu'elle s'appelle. En vrai, le Belful Strix, il m'a gratté bien 4 points hein, quand même. Mais Belful Strix, il a fait largement son taf. Hein. Il s'est remboursé à son ETB en piochant une carte. Bon carton. Alors voyons voir ce que je fais. Fin de tour fetch. Et du coup, fun fact, sur le Brain Surge, j'avais remélangé le Surveilland blanc-noir que j'étais allé fetcher sur Tice. Ce qui me permet du coup là, à la fin du tour adverse, de pouvoir le relancer. Alors là, on est sur une séquence mais magnifique, je vous laisse l'observer. Je joue Parallax Tide, Diego hardcast sa Force of Will, j'hardcast ma Daze, et je lui contre sa Force of Will. Donc là, je lui fais un braquage de mana. Vas-y, hop, je te casse les jambes et il n'y a que moi qui ai le droit de jouer. Je lui laisse un mana parce que le plan, c'est ensuite de lancer Aminatou, de faire un -1, et du coup de garder en otage ses terrains. Éventuellement, je sais plus si la liste de Oni l'a joué. Je crois pas, mais je peux éventuellement creuser pour essayer d'aller trouver un effet de Stifle ou un Airtie, je crois pas qu'il y en ait dans la liste, pour justement ne pas lui rendre ses terrains. En l'occurrence, là, je paye 5, je relance mon général. J'ai la petite Blade à côté qui me permettra de péter ces bestioles au cas où elles arrivent. Alors, bon, dans tous les cas, il est à des années-lumière de pouvoir lancer Hidetsugu, mais évitez de le faire sur Hidetsugu. Hein. Un removal sur Hidetsugu, c'est un exil ou juste on le laisse en bas. C'est trop dangereux de laisser le setup comme ça. Du coup, je fais un petit blink de la Tide. C'est ça. Mon adversaire décide de laisser ses cartes au-dessus. Alors, il se trouve, on en a discuté après, qu'il aurait peut-être dû payer les 2 points de vie de son Raveland. Pourquoi ? Parce que là, sauf erreur, sur le dessus de sa bibliothèque, il y a un Cling to Dust. Et donc en fait, en réponse au fait que je lui remange tous ses terrains, il aurait pu Cling to Dust. Bon, fallait réussir à l'anticiper parce que le Cling to Dust, il était du dessus de la bibliothèque, donc t'avais pas forcément
l'information, je sais pas si en réponse... Non, parce que le Ravland, c'est un as it enters the battlefield. Donc en fait, c'est pas une capacité qui rentre en pile. T'es obligé de faire le choix au moment où il arrive, contrairement à Undercity Sewer, où le surveil, c'est une capacité à l'ETP. Donc il aurait pas pu avoir l'info du Kling avant de payer les 2 points de vie. Hein, c'est une micro-erreur d'appréciation, mais bon, on lui en voudra pas. Fallait être plus que clairvoyant pour s'en rendre compte. Donc là, en l'occurrence, je continue de creuser. Petit ponder. J'aime beaucoup celui-là, c'est le Player Reward. Donc c'était des promos qui étaient offertes aux joueurs qui gagnaient des points en jouant à des événements, des tournois dans leur local game store. Je trouve que celui-là est signé en plus. C'est vraiment un de mes cantrips préférés. Bref. Je continue toujours mon petit braquage des terrains. Là, il va falloir quand même que je décide si je continue d'exiler tous les tours la Tide ou est-ce que j'essaye d'être un peu plus proactif. Là, typiquement, avec le e-tutor, je peux aller tuto un banger. Donc on va voir ce que je vais chercher. Il me semble que c'est le Overlord noir. Donc celui qui meule des cartes pour pouvoir remonter des permanents depuis le cimetière. Sachant que j'ai un Teferi au cimetière, va falloir être solide sur les appuis. Qui plus est, la Force of Will est passée du côté de mon adversaire étant donné qu'il l'a hardcast. Donc je sais que là, je suis normalement solide sur les appuis. Donc j'ai dû faire un +1 d'Aminatou pour piocher l'Overlord que j'avais mis au-dessus avec le e-tutor. Je sais pas à quel point j'étais pressé de devoir le faire. Bon, soit. Là, je propose un Tef à 3 que j'ai remonté, du coup, assez logiquement. Techniquement, je peux même faire un -3 pour me renvoyer la P-Tide en main. Mais du coup, ça veut dire que je laisse du mana up à mon adversaire. Ah mais non, je suis complètement débile. Non, parce que là, ça veut dire que ça laisse mon adversaire un tour complet avant qu'il récupère ses terrains. Donc vraiment, en PLS. Je décide de faire une réanimate sur le Métamorphosis Fanatique, donc ça me descend à 6 points de vie, ce qui est pas foufou. Mais je pars du principe que ça me permet de remonter une Grief, donc d'aller chatouiller la main adverse. Grief qui, avec les -1 d'Aminatou, peut vraiment arracher la main de l'adversaire, quoi. Sachant qu'en plus, ils vont tous les deux avoir le lien de vie. Bon, je pars du principe que je réussirai tout de même à pouvoir rentrer au moins une phase d'attaque et remonter en point de vie. Alors, la carte tout à gauche, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite, on a une Damnation, Sorin's Vengeance, le spell à 7 qui colle 10 à un adversaire et on gagne 10, ainsi qu'une Force Pack. Je décide de retirer... Bon bah du coup j'ai pas vu ce que c'était, mais la carte mystère. Diego trouve un terrain. Donc là ça veut dire qu'il a un mana bleu, faut que je fasse attention à... Ah bah non, j'ai rien dit, j'étais on board. J'en ai rien à foutre. Bon, c'est fini le braquage des terrains, je lui rends toute sa mana base. Il a un trigger de surveil. À la fin de mon tour, il pourra... non, toujours pas, j'insiste. Hein. Non, il pourra pas Cling to Dust parce qu'il y a Death on Board. Ouais, il me semble qu'à la fin de mon tour, j'avais oublié de retirer le marqueur Impending, je crois que ça s'appelle, de l'Overlord. C'est un trigger obligatoire, donc voilà. Sachant que Diego est judge, je sais même plus s'il a son LV2, mais bon, c'est un bon judge. Il sait de quoi il parle. Je lui avais posé la question de savoir si fallait remettre le trigger sur le stack ou si je m'étais juste fait niquer pour mon marqueur. Bon, dans tous les cas, le plan de jeu, ça va être de faire -1 dessus, donc les marqueurs, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Du coup, j'ai plus ma Tide. C'est un peu embêtant, mais là, mon adversaire, il est un peu en état de mort cérébrale, donc c'est pas vraiment un drame. Enfin, cela dit, Hidetsugu et Kairi, s'il y a bien un deck dans le méta qui est capable d'arracher des victoires sorties de nulle part, c'est bien celui-là. Parce qu'il suffit
qui plus est avec un Sorin's Vengeance, d'un coup d'Hidetsugu, pour pouvoir coller 17 dans le tour, parce que Sorin's Vengeance ça a une mana value de 7 et ça colle 10 en plus. Vraiment, mais c'est un truc de zinzin quoi. Quand Diego il a commencé à monter sa liste, il s'amusait à nous dire « Ah t'es à 17 ? Donc t'as apporté de l'étal quoi ». Et le pire c'est que c'est vrai. Donc faut vraiment faire attention quoi. C'est un deck qui a longtemps été sous-estimé et franchement chapeau bas à Diego de l'avoir propulsé sous les feux de la rampe. Mais c'est un deck qui a vraiment du potentiel. Du coup, bah, étant donné qu'il a 1 milliard de mana, il essaye de temporiser, sachant que si j'étais à 10 points de vie, il aurait pu me kill. Hein. C'est ouf. Hein. Il hardcast son Sorin's Vengeance. Je sais pas si j'ai un contre. Je crois pas. Ah bah si, j'ai Snapcaster. Ah mais il a un mana up. Du coup, je peux pas snap Force Spike. Dommage. Bon, c'est pas grave. Du coup, en fin de tour, je crois que je fais Snapcaster. Il me semble que je vais cibler le Brain Surge. Mince. Ouais, c'est ça. Du coup, je cible le Brain Surge, draw 4. Et là, je trouve une Wandering Emperor, un... Comment il s'appelle ? Psychic Frog. Et là, du coup, je peux curver, mais comme un zinzin. En plus, sa Force Spike, j'en ai rien à péter parce que j'ai mon Tef on board. Ouais, c'est ça. Tu peux l'agiter autant que tu veux, Diego. Tu pourras pas la lancer. Bref. Du coup, Wandering Emperor, -1, je pose un samouraï. Mon oppo, il a 17 quand même. Hein. Va falloir être solide sur les appuis. Bon, après, il a quasiment plus rien. Donc, je crois que j'ai pas assez pour lui coller poil pile le létal. Étant donné que mon Overlord, il est pas encore en créature et que je joue pas de kappa pour lui retirer ses marqueurs. Donc, je crois que j'anime. Là, je crois que en fait, il était quasiment minuit. Je réfléchissais à moitié sur mes lignes de play. Je me dis, bon, j'envoie tout, on voit ce qui se passe. Éventuellement, j'ai un contre-up ou je sais pas quoi. Donc là, j'envoie la purée. On a donc... comment s'appelle-t-il ? On a une de 2 samouraï, vigilance. Je peux faire un +1 de Wandering Emperor. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Sur le Creeping Tar Pit. Alors attendez, je vais refaire les maths. Ça fait 3 et 4, 7, 8, 9. Et 4, 13. 14, 15. Après, je le tape à 15, effectivement. Je le passe à 2. Moi, je regagne. Je crois que j'ai oublié certains points de vie. Parce que la griffe, il me semble qu'elle avait lien de vie aussi. Bon. Alors, contrairement aux apparences, je suis devant, mais je peux tout à fait me faire arnaquer une partie. Hein. Bon, ça me paraît technique quand même, mais il suffit que Diego hit pas mal de bons cartons sur son Hidetsugu et ça peut faire des bêtises. Je crois que j'ai une Source to Plowshares en plus en main. Ah oui, donc vraiment ceinture bretelle quoi. J'ai décidé de pas développer le Psychic Frog parce que si jamais il top une Vrasse, ça me permet d'avoir un follow-up le tour d'après. Ouais, là je lui précise, bon, au cas où tu pourras pas lancer ton sort, mais il me rappelle, effectivement, j'avais oublié, que voilà, si c'est un éphémère ou un rituel, vous pouvez le lancer sans payer son coup de mana. Donc c'est ça, tic-tac-touc. Je prends quand même les dommages proportionnellement à la valeur de mana du sort. Vraiment, il y en a du texte. Hein. Pas mal, pas mal. Donc voyons voir ce qui top du dessus. Grand moment de réflexion, c'est que c'est pas forcément évident. Ouais, donc déjà, la Force Spike, ça dégage, on veut plus la voir.
C'est ouf quand même que le Métamorphosis Fanatique, je viens de me faire la réflexion, qu'ils aient pas mis un marqueur finalité à la place du marqueur lien de vie, quoi. Parce que vraiment, tu peux faire des boucles, mais de zinzin de l'espace, quoi. C'est vraiment insane comme carte. Bon, je crois qu'il fetch, donc du coup, il se redonne une chance de reroll. Reroll. De relancer son... Bah, en gros, s'il a un sort qui lui permet de sac son général, ou un anti-bet qui lui permet de le détruire, il se dit qu'il a, je crois qu'il a entre 7 et 10 sorts qui peuvent infliger 7 blessures du dessus. Il a encore moyen de m'arnaquer la game. Bon, le Creeping Tarpit, j'ai juste oublié de le remettre dans mes terrains, mais il est plus animé. Donc là, c'est le Factor Fiction du désespoir. Faut juste que je fasse attention de pas... En gros, c'est s'il y a une Flare of Malice, il a moyen d'arnaquer un truc. Bon, là, il se rend compte qu'il n'y a rien. Terminé, bonsoir. Du coup, je remporte la première partie. C'est Diego qui va commencer. Il me semble qu'on a fait des shortcuts au début de la partie, donc je sais pas pourquoi c'est moi qui commence, on s'est peut-être juste trompé. Je crois qu'en fait il m'a dit je vais jouer le terrain, je te laisse prendre ton tour. J'aime bien le fait de payer 2 points de vie, vraiment sur la Watery Grave en l'occurrence, pour faire peur à l'adversaire, quoi. C'est je représente un contre ou un removal. Et 2 points de vie, honnêtement, sur ce genre de match-up, c'est pas forcément trop grave. Je reprends là-dessus. On voit qu'il y a une Reanimate dans ma main. Avec le Surveillant, sur un malentendu, je meule une grosse bestiole. Je peux la scammer du cimetière. Bim. Ouais, c'est ça. DT T1. Non, en fait, il faut croire que c'est moi qui ai commencé la 2. Ah mais non, je me souviens. Diego, il m'a dit qu'il avait fait ses calculs et qu'en gros, il préférait être sur la draw. En fait, la carte qu'il pioche supplémentaire lui est plus pertinente que le fait d'avoir un terrain supplémentaire. Et je me souviens qu'on avait fait un peu ce petit jeu qui n'arrive pas nécessairement souvent, mais celui qui lance le dé, enfin qui gagne le toss, c'est celui qui fera commencer l'autre, c'est pas celui qui va commencer. Donc au final, Diego avait gagné le toss et il m'a laissé commencer. Ça vient de me revenir, c'est pour ça que je comprenais pas trop au niveau des terrains. Bon, du coup, j'ai slamé une 3-1 MDFC là qui exile le cimetière. Et Diego, il m'a proposé une Sauron's Ransom, qui est vraiment une carte puissante. Bon, j'en ai déjà parlé, mais faut pas oublier le Rings, le Ring Tempts You. C'est assez pertinent, notamment sur des petites merdouilles, des petites bestioles qui pourraient coller des dégâts de grade. Typiquement un Snapcaster qui peut passer en dessous de créatures plus grosses ultérieurement. Sachant que si tu fais Sauron's Ransom, Snapcaster, Sauron's Ransom, ça veut dire que ton Snap, il est porteur de l'anneau, et quand il attaque, il loot. C'est des petits détails, mais qui font la différence sur le long cours. Ouais. Du coup, Crazy Frog. Et j'ai ma 3-1 qui commence à envoyer des parpaings quand même. Hein. Parce que Diego, là, en l'occurrence, il a pris 2 sur son Raveland. Mais solide. Hein. Donc là, typiquement, il rattrape son retard du terrain qu'il a pas landé avec son talisman. Sachant qu'il veut avoir au T5 6 mana. Donc 5 mana plus un land pour sac son général. C'est assez pertinent de jouer les cachets. Je le rejoins tout à fait en ce sens. Oups. Et donc il nous propose une très belle curve avec un Barogolf. Je sais pas du tout combien il est. Mais là je lui faisais la réflexion que oui, bon bah Barogolf ça me fait pas très peur. Parce qu'avec le Frog, je peux exiler toutes les cartes de mon cimetière pour lui donner le vol autant de fois que je veux. Modulo quelques cartes à défausser de ma main. Et je peux faire un effet de blink
Je sais pas comment il s'appelle honnêtement. Le gobelin 3-1 qui va exiler son cimetière, donc Barrow, ça me fait pas trop peur. Enfin en tout cas, sur le board, j'ai les réponses pour ce Barrow. Donc fin de tour, je vais chercher... c'est lequel celui-là? Ça doit être une Undercity Sewers. Je suis pas certain de ce que j'avance, mais c'est peut-être le blanc-bleu. Meticulous Archive. Bon, je sais pas. En gros, c'est un Surveilland. Je mets un Spellseeker au cimetière que je vais pouvoir réanimate. Ça, c'est cool. Puis, c'est pas incohérent de mettre des cartes au cimetière pour donner le vol à Psychic Frog pour qu'il aille passer par-dessus le Barrow. Donc là, je pense que je vais juste faire Reanimate dans Spellseeker. Je vais chercher un removal à... comment il s'appelle? Barrow-Goyf. Je vais en profiter pour fetcher en même temps, donc ça me permet d'aller chercher Fatal Push. J'ai la révolte, donc je peux péter Psychic Frog. En fait, pourquoi je vais pas chercher STP? Parce que STP, je veux le garder pour Hidetsugu Ikairi. Sachant que Fatal Push, déjà, ça détruit, donc c'est pas fou. Et en plus, ça... mince. Ça touche pas même avec la révolte Hidetsugu parce que c'est un drop 5. Du coup voilà, je révèle Fatal Push. Je suis en train de réfléchir à quel terrain je vais chercher. Je crois bien que c'est une UC. C'est ça. Ici UC. I know you know. Donc là, Diego réfléchit, je sais pas s'il a un free spell ou s'il bluffe. Je pense qu'il bluffe. Du coup, phase d'attaque, je défausse pas de cartes. De toute façon, j'avais plus de cartes en main. Donc, je colle 4. Donc mine de rien, je lui envoie une belle cloque. Et je continue avec mon petit frog à faire de la value. Vraiment, c'est un excellent carton. C'est quand même ouf de se dire que avant MH3, les deux decks qu'on avait là, ils avaient genre 10 cartes de différence, quoi. Et surtout un power level bien plus faible. Métamorphosis fanatique, je crois bien que c'était... c'était le commandeur de Duskmourn. Je crois que c'était après MH3. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a eu vraiment beaucoup d'upside qui sont sortis récemment, notamment pour les sorts de créatures. Alors les deux petites cartes qui sont sur le côté, c'est simplement Axel, un des co-gérants du Viz, qui me filait les cartes que j'avais sorties des classeurs. Donc c'est hors de la partie. On reprend le tour, du coup... étant donné que Diego ne représente pas de board... Ouais, c'est ça. Je lui dis, j'attaque avec, il me fait, attends, tu rentres en phase d'attaque, cryptic commande, et je le descends tout doucement, mais je lui fais, loose focus. Je sais pas si... je crois que je me suis excité un peu la nouille sur celui-là. Je crois que je l'ai replicate genre 3 fois, histoire de dire, non, c'est moi qui aurai le dernier mot. Je suis peut-être un peu jeté dessus, parce que typiquement, si j'avais pioché une carte que j'aurais voulu jouer sur Psychic Frog, bon... Encore une fois, il était tard. Mais j'aurais pu le duplicate une fois pour vraiment être sûr. Ça aurait été largement suffisant. Donc phase d'attaque pour 5. Encore une fois, je décide de ne pas défausser de carte sur... comment ça s'appelle Crazy Frog, là, Psychic Frog. Et là, Diego, il est un peu à portée de l'étal quand même. Hein. Il va falloir proposer des trucs. Et je crois qu'il a même pas eu son land, putain. Donc Orcish Bowmasters, alors là il a pléthore de choix. Soit il me pète la 3-1, parce que mine de rien, elle taffe. Je pense que j'aurais peut-être quand même pété le Spellseeker, parce que si prochain tour je fais Aminatou, -1 dans Spellseeker, dans je vais tuto balance ou que sais-je,
Il y a moyen de faire des bêtises. Donc effectivement, il me pète la 3-1. Elle a carrément fait son taf. C'est très bien. Alors voyons voir sa séquence. Je sais pas trop comment il a fait son compte. Ah oui, non, autant pour moi. Il a payé 2, il a lancé son beau master, il a sacrifié le jeton avec Phyrexian Tower. Donc là, on a une île, Unable to Scream, un terrain qui arrive engagé, je sais plus quoi, un removal noir et mana leak. Donc là, il me semble que je n'en avais pas conscience à ce moment-là, et je suis pas spécialement un expert sur les piles de Fact or Fiction, mais là, ce que Diego cherche à avoir, c'est son terrain bleu dégagé et Unable to Scream. Donc c'est un Creeping Tar Pit le terrain. Et là, je me suis planté, j'ai fait la merguez. J'aurais dû lui donner le land tap, parce que là, il peut avoir son land et Unable to Scream. Donc, bon. Autant pour moi, j'aurais dû prendre un petit peu plus de temps d'analyser la partie, de prendre en compte le fait qu'il n'avait pas landé. Mais enfin, je crois qu'en réponse, je vais jeter une carte sous le frog pour qu'il ait quand même un marqueur. Je vais jeter un Brain Surge pour mettre un marqueur plus 1 sur le frog. Donc ça veut dire que le frog, il est 1-3. Il a perdu ses capas. C'est devenu un... Alors, truc important à savoir, pour tous les joueurs d'Urza's Saga, Unable to Scream, ça transforme la créature en un jouet qui est une créature artefact. Ce qui veut dire que les jetons d'Urza's Saga prennent un marqueur +1/+1 si jamais une autre créature a été Unable to Scream. Je me suis fait avoir une fois typiquement en jouant contre Diego avec Light Pause. Faut y penser, ça change quand même les calculs. Phase d'attaque. Là, je me tâte à attaquer avec mon Spellseeker. Je pense que j'aurais pas dû, mais bon, tant pis. Là, mon but, c'est vraiment d'agresser. Tant pis, j'ai perdu mon Spellseeker. Même si, avec le recul, j'aurais pu faire pour 3 Aminatou. -1 sur Spellseeker, je vais chercher Counterspiel. Et vas-y, je t'attends. Ou mieux, Wash Away. Wash Away, comme ça j'ai un mana up et ça l'empêche d'avoir un petit contre permissif genre Force Pack. Donc, en vrai, j'aurais mieux fait de pas attaquer. Ou juste avec le frog. Là en l'occurrence, j'ai pas grand chose à blinker, donc je crois que je vais faire un -1 sur le frog. Du coup, c'est un peu dommage. Pardon, parce qu'il perd son marqueur. Mais ça me permet de proposer un létal au prochain tour en jetant toute ma main. Si jamais il passe. Land du top, ça permet d'avoir... Bon, il était déjà un peu large en termes de mana, Diego. Je sais plus si j'ai un contre. Ouais. Ah bah en fait j'avais déjà Counterspell. Bon bah écoutez. C'est beau la vie, hein, des fois. Quoi ça sert de s'emmerder. Donc, assez logiquement, Kairi Tetsugu. Diego en profite pour Shoulder Edict pour me péter mon frog, qui était accessoirement mon kill au prochain tour. C'est là que typiquement un Creeping Tar Pit aurait pu être pas mal. Brainstorm, donc là je creuse. On va essayer de trouver une solution, un marais. Pardon. Bon bah là j'ai gagné. J'ai trouvé une Kayaz. Comment ça s'appelle, House of Kaya. Bah quand ça arrive en jeu, je te fais un effet de flash. Je te colle 3, je gagne 3. -1 d'Aminatou, je te colle 3, je gagne 3. Je remporte donc ce BO 2-0. Ça fait plaisir parce que Diego c'est un adversaire coriace. Et il me montre qu'en fait, si j'avais pas eu mon counterspell, j'avais perdu parce qu'il avait Sorin's Vengeance en main. Donc j'ai gagné 2-0 certes, mais c'était un BO qui était assez serré. On attaque dès à présent. Je pense que je vais vous faire un pôle parce qu'en fait j'ai un petit dilemme. Je viens de récupérer les rushs du Zap. Donc je peux commencer à publier les rondes du Zap qui ont eu lieu début janvier. Mais j'ai aussi les rondes du Demonic Tournament Commander, du DTC de Rouen qui a eu lieu la semaine dernière. Donc je sais pas trop
quelle ronde vous préférez que je commence à éditer. Je pense que je vais commencer par celle du DTC, peut-être potentiellement alterner une sur deux, pour essayer que ça prenne pas trop de temps. Bon, quoi qu'il en soit, je ferai ma tambouille et je reviens vers vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru Grip Edition pour l'entre du deck.